Bonjour à tous, bienvenue à la Panacée. Philippe Sorel n'a pas pu se présenter à cette conférence de presse, donc il m'a chargé de le représenter en tant qu'adjoint à la culture. Donc c'est un plaisir de vous accueillir à la Panacée. C'est un plaisir pour plusieurs raisons. D'abord parce que aujourd'hui, avec les photographies qui sont maintenant un événement bien connu des Montpelliérains et bien connu des journalistes, on redonne un nouvel élan à la Panacée, après le festival Tropisme qui vient de se terminer, où il y a eu 25 000 entrées, qui était un grand succès. On continue à ouvrir la Panacée à des événements qui vont être du public. Donc les photographies sont organisées effectivement par Peter Vass, que je remercie, Christian Macota et Arnaud Laroche. Donc je voudrais les remercier pour leur exigence tout au long de ces 15 dernières années pour construire en fait cet événement. C'est une exigence qui a payé puisque grâce à cette exigence, on a pu attirer à Montpellier des jeunes photographes de l'Europe entière. Et le nombre de dossiers sans cesse croissant tous les ans montre que la photographie a du succès et que l'événement a atteint une certaine notoriété. C'est un événement aussi qui vient compléter, je dirais, un dispositif autour de la photographie, puisqu'on a le pavillon populaire qui est dédié à la photographie depuis plusieurs années, qui lui aussi connaît une certaine notoriété, notamment la dernière exposition à Aaron Siskind a connu un énorme succès avec 31 000 entrées, et le lieu est en train de devenir un des lieux majeurs et identifiés de la photographie en France. Et il s'insère effectivement dans l'arc méditerranéen, autour de la photographie, à Arles, à Sète ou à Perpignan. La photographie à Montpellier, c'est typiquement le domaine, c'est un domaine qui n'était pas un des axes majeurs de la politique culturelle, et qui a su émerger, et qui a su se faire une place au niveau national, sur des outils comme justement ces photographies et le pavillon populaire. Et c'est en ça que ces photographies sont très importantes pour Montpellier. Enfin, je voudrais dire que cet événement des photographies illustre très bien la politique culturelle de la ville, qui est d'offrir une culture de qualité pour tous et par tous. Alors, culture de qualité, évidemment, puisqu'on accueille des jeunes créateurs européens. On accueille, je dirais, le dernier état de l'art. C'est vraiment ce qui se fait de plus récent, de plus proche. C'est par tous, parce que ce n'est pas uniquement un événement organisé par Grain d'Images, mais il implique aussi toute une série d'acteurs, comme les galeries associatives hors les murs, le centre d'art La Fenêtre, Heidelberg. C'est aussi un événement qui est fait pour tous, c'est-à-dire pour les professionnels, pour les passionnés de la photographie et pour les jeunes publics. Donc la ville de Montpellier, c'est le partenaire historique de ces photographies. Elle soutient les photographies à plusieurs titres. D'abord en subventionnant l'association Grain d'Images à hauteur de 20 000 € par an. C'est un partenariat, je dirais, qui est dedans et qui va continuer. Elle offre en fait aux photographies ce nouvel écran qui est la Panacée, avec la Panacée des équipes de médiation qui vont pouvoir aider les publics, qui va permettre de faire des ateliers pour adultes, des ateliers pour enfants pendant les vacances, et des ateliers pour adolescents. La ville soutient aussi les photographies en supportant ou aidant à la communication de l'événement. Et enfin, il y a un prix de la ville dans lequel la ville s'engage à acquérir une série de photos du gagnant du prix du jury. Donc c'est pas la ville qui décide ce qu'elle va acheter comme photo, mais elle achète les photos du prix du jury. C'est important, c'est important. Merci d'avoir venu si tôt le matin pour ça. Alors d'abord je tiens à remercier la ville pour le soutien
qu'elle nous apporte chaque année depuis 14 ans maintenant. Aussi de remercier Anna Estanon et Frank Bouchard, directrice et directeur artistique de la Panacée, pour nous avoir accueillis ici, dans ce lieu qui, franchement, est magnifique. Alors, on a eu 7 bonnes années dans le quartier Boutonnet, 7 bonnes années au pavillon populaire. Ça marche? Oui, ça marche. Je ne prononcerai pas pour les 7 années à venir, chaque édition a ça à la fois, mais nous sommes convaincus que la photographie contemporaine créative que nous proposons depuis très longtemps a toute sa place dans un centre de création contemporaine comme celui-ci. Alors, comment décrire ce changement pour nous entre le pavillon populaire et le Panacée? Bon, pas évident au début. Les espaces sont tellement différents. Il nous a fallu s'adapter à un fonctionnement qui n'est pas le même que celui qu'on a connu depuis longtemps. Et aussi, je dirais plutôt, comment articuler les photographies dans un espace qui a pour fonction de montrer les choses sur sol et sur le mur. Or, les photographies, c'est uniquement sur le mur. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va remplir assez correctement l'espace? Et pour l'espace, et pour les images sur le mur. Alors on va voir ça à partir de lundi. On commence l'accrochage lundi et on verra bien. Mais franchement, je pense que oui, on a beaucoup de travail là-dessus. Et la sélection cette année et l'invité d'honneur sont d'une qualité exceptionnelle, dont Christian Macotta va vous parler un peu plus tard. Alors, la réputation de photographie n'est plus à faire, je pense. Comme disait Cédric, nous avons reçu presque 800 dossiers cette année, c'est 200 de plus que l'année précédente, provenant de 21 pays différents, étrangers. Parfois très lointains et un peu exotiques comme la Slovaquie, la Lettonie et l'Ukraine. Donc on se merveille toujours de penser qu'il y a des photographes en Ukraine qui connaissent la photographie et qui envoient les dossiers. Cette année, il n'y aura pas des Ukrainiens dans la sélection, mais ça c'est autre chose. Mais cet intérêt pour la photographie montre à quel point le festival a toujours un rôle à jouer dans la vie créative des jeunes photographes. Venir ici, être vu, voir, échanger, et tout ça dans un cadre professionnel et amical, c'est pas rien. Professionnel, on est certain et sûr depuis longtemps que ce qu'on montre, notre façon de faire les choses est très très professionnelle. C'est pour ça qu'on fait ce festival. Amical, on essaie toujours que ce soit un moment très amical pour les photographes, pour le public, etc., etc. Ça a toujours marché. Il n'y a pas raison de penser que ça ne va pas continuer à marcher. Voilà. Par l'hasard du jury, et je vous rappelle que le jury est indépendant et change chaque année, il y aura 4 Suisses dans la sélection. 5
en comptant l'invité d'honneur, Christian Lutz. Ce qui nous a valu l'aide de Pro Helvetia, la Fondation pour la promotion de la culture suisse, le consul suisse de Marseille et les entreprises et les associations suisses ici dans la région. Cette aide précieuse nous a permis de faire venir notre invité d'honneur et son dernier travail, une partie de son dernier travail, la trilogie sur le pouvoir politique, économique et pouvoir religieux. Et ces trois volets seront exposés ici pour la première fois en France, complets, les trois volets. Donc le dernier volet, Christian va en parler, qui a provoqué pas mal d'intérêt national et international, sur le pouvoir religieux, est encore plus pertinent maintenant depuis les attentats de janvier dernier. Alors, comme toujours, il y a une projection, 24 photographes en projection. Ça c'est très très important, ça prend de l'ampleur chaque année parce que avec autant de dossiers reçus, ce sera très dommage de sélectionner le maximum qu'on puisse faire pour le lieu et ne pas donner l'opportunité de voir, de montrer les autres. Donc il y en a 24 de plus qui seront en projection permanente pendant tout le festival. Toujours l'échange avec la galerie, avec le festival La Photo de Gênes de Rome, ça c'est très important aussi. Un magazine édité, le magazine du festival, édité et distribué en édition limitée pendant le festival. Des lectures de portfolio, Léon Lemieux, 10 galeries. Je salue Annie Gabrielli qui est présente. Merci Annie. 10 galeries qui exposent la photographie de qualité autour de la ville de Montpellier pendant les photographies qui sont liément associés avec nous. Et donc, vous aurez toutes les informations dans le dossier de presse. Et des workshops, comme Cédric a dit tout à l'heure, des workshops avec les médiateurs de la panacée, trois workshops, je pense, et un atelier. Là encore, les détails sont dans le dossier de presse. Voilà, Christian va en parler. Finalement, je veux juste mentionner les prix. On a parlé du prix du jury. C'est très important. C'est un total de 3 500 €. 1 000 € donnés par l'association, notre association, et l'achat de quelques œuvres par la ville pour 2 500 €. Alors, l'argent, c'est bien, c'est une des prix les plus élevés des festivals français, mais c'est pas que ça. Pour un photographe dans sa carrière, d'être acheté et de se trouver dans une collection d'une ville comme Montpellier, c'est un honneur, c'est quelque chose de très marquant dans la vie créative. Le prix échange, ça
Ça, c'est l'échange avec le Festival Photo du Gendo, où ils vont venir ici et choisir une exposition qui sera exposée à Rome dans le mois de juin, tout frais payés, qui donne une visibilité extra à ce photographe, parce que le festival à Rome attire d'autres festivals, participants d'autres festivals, donc ça circule pas mal. Le prix du public, qui est soutenu par e-Tribu et par Direct Matin. Le prix, en effet, c'est de matériel Macintosh. Et Direct Matin ont l'amiabilité d'inviter le photographe choisi de revenir à Montpellier pour la remise de prix le dernier samedi. Deux autres prix, coup de cœur, Réponse Photo. Réponse Photo, c'est le grand magazine photo français, qui publie un portfolio qui sera vu nationalement grâce à ce magazine. Ah. Oh, c'est pas facile d'en penser. Et coup de cœur, Arti, Action culturelle, qui achètent une œuvre de quelqu'un projeté dans la projection. Pardon, je m'ai mal exprimé là. C'est-à-dire que ceux qui participent à la projection peut être choisi, primé par Art et Action culturelle, qui achète pour 1 000 € une seule photo du gagnant. Voilà. Je ne vais pas vous parler trop en détail non plus, parce que les détails, vous en avez beaucoup dans les dossiers de presse. Donc je vais juste balayer les axes de cette programmation 2015. Et vous parlez aussi des actions avec les scolaires, puisque c'est aussi un des aspects dont je m'occupe, et c'est un aspect important pour les photographies. Donc sur les choix artistiques des photographies, d'abord peut-être en préambule revenir 2 minutes sur le fait que certains, bien que rares, mais certains se soient étonnés que la photographie rentre dans un lieu comme la Panacée, comme centre de culture contemporaine. Bon, nous, on n'en est pas étonnés parce que la photographie, depuis quand même quelques décennies, elle est au cœur, c'est beaucoup dire, mais disons, elle est partie prenante de beaucoup des questions qui traversent l'art contemporain. Beaucoup d'artistes qui ne sont pas photographes se sont saisis de la photographie. Beaucoup de photographes sont allés vers des choses très transversales. Et il se trouve que les photographies ont souvent pris en compte ces dimensions-là. Donc, voilà, que ce soit sur la question du statut de l'œuvre, par exemple, sur la question de l'œuvre unique, sur la question de la vérité, la photographie a été très présente pour justement bousculer, participer à ces débats de fond sur ce que c'est que l'art aujourd'hui. Donc, on n'a pas trop de soucis quant à sa légitimité, s'il fallait parler de légitimité sur le champ de l'art contemporain. Alors l'un de ceux qui participent activement aujourd'hui à des débats esthétiques, politiques sur la photographie, c'est Christian Lutz, dont Peter a parlé tout à l'heure, qui est donc invité d'honneur, et dont le travail qui se décline en 3 volets, qui sont tous très intéressants, que vous pourrez voir tous les 3 ici, a beaucoup fait parler de lui, donc sur le plan du journalisme, sur le plan de la justice aussi, avec le 3e volet qui s'appelle In Jesus' Name, qui a été en partie censuré suite à une démarche d'une église évangélique qui fait l'objet de ce reportage, un reportage qui a duré plus d'1 année
et qui bénéficiait des autorisations officielles et écrites des dirigeants de cette église. Mais quand les images sont sorties, ont été publiées par un important éditeur allemand, il y a une réaction extrêmement véhémente de la part de cette église qui s'est traduite par des dépôts de plainte. Et le livre a été censuré, interdit à la vente, retiré de tous les lieux où il avait été diffusé. Mais les photos ne sont pas toutes interdites, et celles qui le sont ont été aménagées, on va dire, de façon à être montrées. Le premier qui l'a fait, c'est le musée de l'Élysée à Lausanne, et qui a montré ces images avec un bandeau noir qui empêchait la reconnaissabilité des personnes, sur lequel figuraient les plaintes déposées par les avocats de ces personnes. Et il se trouve que cette façon de présenter les choses donne un impact à ces images encore plus fort. Et c'est ces images que vous allez voir ici, entre autres, donc les images censurées, il y en a une douzaine, qui restent très largement visibles malgré ce bandeau, hein, vous pourrez le constater. Vous en avez en page 9 du dossier de presse, hein, Christian Lutz. Voilà. Alors, bon, pourquoi une réaction aussi véhémente de l'Église? On peut penser que c'est tout simplement parce que ces images démontrent d'une certaine façon le processus de fabrication d'images, justement, qui est à l'œuvre dans ce genre de contexte. La façon dont on fait passer ce qui est du registre de la foi ou de la croyance dans le visible, par des comportements d'extase ou de transe ou ce genre de choses. Donc ça passe dans le visible et ça contribue par mimétisme à créer de l'adhésion à la doctrine en question. Donc la question de l'image dans ce genre de contexte, elle est déterminante. Quand on disait à nous, oui, mais vous auriez pu critiquer par les moyens de l'écrit, comme l'ont fait certains journalistes. Oui, sauf que l'enjeu de cette question, il est sur l'image, totalement sur l'image. Et c'est ce que montre de façon extrêmement forte, d'où ces réactions. Hein, voilà. Donc vous pourrez voir ce travail, et il fera aussi l'objet d'un débat, c'est important de le dire, à la fac de droit, qui est partenaire, parce qu'il y a des questions de droit à l'image aussi, il y a des attendus de jugement qui sont très riches autour de ça, mais ça débordera sur la question de la liberté d'expression, sur jusqu'à quel point on peut informer, jusqu'à quel point le champ politique traverse ce genre de questions et permet, demande, voire exige que des images soient montrées à un moment donné. Voilà. Donc ça sera débattu le 8 avril, vous avez ça aussi en page 10 dans le dossier de presse. Voilà. Alors il n'y a pas que Christian Lutz dans la sélection, il y a beaucoup d'autres auteurs de grand talent. Il y en a 3 qui sont des revenants d'une certaine façon. Il y a Lutz lui-même, puisqu'on l'avait déjà repéré en 2009, je crois. Il y a Michel Lebellhomme et il y a Eiko Timan. Alors ça nous fait très plaisir qu'ils reviennent vers nous, parce qu'entre leur première sélection et ce moment, ils ont connu un grand succès, et ils reviennent quand même ici, demandent à nouveau à être présentés aux photographies, et donc c'est important pour nous. Alors au-delà de ces 3 que je viens de citer, il y a des nouveaux, hein, qui comme d'habitude vont depuis le champ documentaire plus classique jusqu'à un champ plus conceptuel. Ça, vous savez que c'est la vocation des photographies que de balayer tout ce champ des pratiques photographiques. Donc je ne vais pas citer tous les noms. Hein. On a comme d'habitude aussi des photographes très jeunes. Je citerai juste Laurence Rasty qui a à peine 25 ans, qui sort de l'ECAL, grande école d'art, pas de photographie, de Lausanne, et qui produit une série qui s'appelle « Il n'y a pas d'homosexuels en Iran », phrase qui a été prononcée par l'ex-président iranien Ahmadinejad devant l'ONU. Et elle fait un travail sur de jeunes homosexuels iraniens qui sont obligés de s'exiler en Turquie. C'est un travail qui est très très fort. C'est une photographe qui est toute jeune. Voilà. Bon, on pourrait parler de Cyril Costille qui fait un travail, lui, sur, à partir d'une tragédie familiale, la fuite d'un père à Madagascar, qui produit des images qui sont sur le versant peut-être d'Antoine Dagata, que certains connaissent, très très puissantes aussi. Bon, on pourrait les citer tous un par un, ils ne sont pas là par hasard, parmi une sélection, parmi donc 800 candidats, ils ne sont pas arrivés au bout par hasard. Deux travaux sur le monde de l'adolescence, vous savez que c'est aussi un domaine qu'on traite de façon régulière.
celui de Enrico Timan dont j'ai parlé tout à l'heure, photographe allemand, sur des enfants qui sont en difficulté psychologique, et celui d'Emanuele Brutti, italien, sur des jeunes boxeurs. Voilà. À côté des 12 en accrochage, on en a 24 en projection. Peter l'a déjà dit, qui viennent de tout un tas d'endroits, très haut niveau de qualité. Sur les actions scolaires, donc très rapidement, on a une école avec un atelier, une artiste, école Simenon. Et là, on va installer aussi une galerie dans l'école pour que les œuvres de l'artiste soient visibles sur place. Donc au-delà de l'atelier dont les résultats seront montrés ici, il y a aussi cet aspect sur le quartier Masrovo. Voilà. En lycée, on a une très belle production avec Hélène Jaillet et de jeunes lycéens professionnels. Un très beau travail qui sera aussi présenté ici. Et puis il y a les ateliers dont Peter a rapidement parlé, que la Panacée associe aux photographies avec des workshops et un dispositif participatif pour le public, qui sera sollicité pour faire des images de la Panacée, voilà, qui seront montrées, pour certaines tirées, je crois. Et pour finir, on a comme chaque année une école européenne invitée. Cette année, c'est une école autrichienne, Fotoka, donc de Vienne. Donc on continue à recevoir l'une après l'autre les meilleures écoles de photographie et d'art d'Europe. C'est la 5e, je crois, cette année. Moi, je vais revenir un petit peu sur le programme. Appuyer sur certains événements. Je vais commencer par Christian Lutz, dont Christian vient de parler. Ça concerne en fait la conférence de presse qui aura bien lieu donc mardi 8 à la faculté, donc à l'adresse. Pardon, j'ai dit conférence de presse. Rencontre débat. Donc avec Christian qui sera évidemment présent. Il y aura d'autres intervenants autour de la table. Ce que je voulais préciser, c'est que l'horaire ce sera 17h et pas 18h comme marqué sur le dossier de presse. Voilà, on l'a avancé d'1 heure pour qu'on puisse après venir ici voir l'exposition avec Christian Lutz, en compagnie aussi de Monsieur Saint-Jean et de la consule suisse qui sera présente aussi, et pour lequel il y aura aussi un buffet après la visite. Donc tout se passera, on viendra ici à la Panacée. Ensuite, je voudrais parler un petit peu des vernissages. Donc, les vernissages, je vais commencer par évidemment le vernissage officiel, qui aura lieu donc le samedi 4 avril. Donc, comme toujours, on fait ça le matin, mais ce ne sera pas 11h, ce sera 10h. Voilà, on va avancer d'1 heure, ça aussi, pour permettre aussi de pouvoir que Monsieur le maire soit présent pour le vernissage. D'autres vernissages, il y en aura dans et hors les murs. Donc ça va commencer pour certains le 2 avril, le 3 avril aussi, par exemple avec Annie Gabrielli. Et puis il va y en avoir après d'autres pendant la semaine. Je voulais préciser que parmi ces vernissages, enfin parmi ces hors les murs, il y a 2 photographes qui font partie de la projection du jury, qui seront aussi en accrochage dans les hors les murs. Il s'agit de Leslie Moquin, qui sera donc dans un nouveau hors les murs, chez Agnès B, rue Foch, en partenariat avec le magazine Grisette. Ensuite, il y aura, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, il s'agit de Kathleen Falkenhayn, qui elle sera accrochée, qui sera en exposition à la maison de Heidelberg. Donc là, la maison de Heidelberg qui est dans le hors les murs depuis 2 ans et qui permet en fait la venue des photographes pour leur lieu. Voilà, donc le hors les murs, il y aura donc 10 lieux. La galerie à la Baraque, la galerie Alma, Agnès B cette année avec Grisette, la galerie Annie Gabrielli, le centre d'art à la fenêtre, le lieu multiple, la galerie Linette, l'espace Le Mur Rouge, la maison d'Heidelberg et l'espace Transit.
Chose quand même à préciser dans les projections et le hors les murs, il y a des photographes montpelliérains. Alors bon, évidemment il y aura Transit cette année, mais tout le monde les connaît. Il y aura deux jeunes photographes. Il s'agit de Sandra Mel qui présentera donc un travail en projection et de Grégoire Édouard associé à Bastien Mignot qui eux présenteront une exposition à la Galerie Linette. François Lagarde qui est aussi montpelliérain. Et François Lagarde qui est aussi montpelliérain. Et Axel Caruso. Et Axel Caruso, je ne connaissais pas l'origine de... les quatre lieux multiples sont montpelliérains. D'accord. Donc voilà, d'année en année, les photographes montpelliérains reviennent au festival. Ensuite, je voulais vous parler. Alors, depuis quelques années, en fait, nos photographes commencent à avoir des éditions. Ils commencent à créer des livres, parfois des livres chez les éditeurs, parfois des auto-éditions, des livres d'artistes. On essaye d'en présenter chaque année. Il n'y en avait que 2 l'année dernière. Cette année, il y en aura beaucoup plus. On va présenter ça d'une manière un petit peu différente, sous un événement qui s'appelle le kiosque. Il y aura notamment par exemple le premier samedi, le samedi d'ouverture, la possibilité de venir faire signer les livres de certains des photographes qui seront présents. Ensuite, il y aura, toujours autour du livre, une présentation au centre ressources donc de livres qui seront en libre service. Il y aura aussi la présentation, alors je crois que c'est le premier samedi, je ne l'ai plus en tête, oui, voilà, de iMazing, le magazine iMazing. The Eyes, pardon, The Eyes. Ce magazine a une importance par rapport aux autres qu'on peut trouver, c'est que il y a une version numérique aussi de ce magazine que vous pouvez trouver en fait dans les pages du magazine. Il vous suffit d'aller photographier un petit code et en fait ça vous permet d'avoir des informations supplémentaires que l'on trouve du coup sur internet. Donc ça nous intéressait parce que il y avait le lien numérique qui est quelque chose ici qui est défendu ici à la Panacée. Et puis il y aura les jeudis des apéros tapas avec des invités. Il y aura dans l'ordre un éditeur du Sud, j'ai oublié le nom. C'est le magazine Selector. Voilà, Selector, qui est basé sur Toulouse. Donc voilà, il sera là le premier jeudi du festival. Le jeudi suivant, vous aurez, on invitera Transit qui viendra présenter leur revue par rapport à leur dernier travail. Et puis pour le troisième jeudi, ce sera une surprise. Il y aura aussi une conférence qui sera donnée ici par Illusion et Macadam autour de la création des portfolios. Donc les portfolios, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'images que l'on présente en général à des professionnels pour décrocher soit des expos, soit des parutions, etc. Donc ça, ce sera ici à la Panacée. C'est en fin de festival. Ce sera sur le mercredi 22. Le critère, il est toujours extrêmement subjectif, puisqu'il s'agit de ce qui va emporter l'adhésion d'un jury qui est composé de façon hétérogène volontairement, avec des gens qui viennent de différents horizons, éditeurs, galeristes, journalistes, photographes. Voilà, donc ces regards croisés permettent de sortir une sélection qui tient compte malgré tout toujours d'éléments qui sont la diversité, l'âge des photographes parfois aussi, même si c'est pas absolument déterminant parce que la notion de photographe émergent n'est pas toujours liée à l'âge,
Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. Bon, au-delà de la qualité intrinsèque de la série, de sa force, de ce qu'on ressent de nécessité derrière le travail chez le photographe, ça c'est des critères importants. Il y a aussi tout ce qui, la façon dont ça va être présenté, voilà, les résonances aussi que ça peut avoir dans certains cas avec pas l'actualité, parce que c'est pas notre credo, mais c'est quelque chose qui est dans l'air, quelque chose qui parcourt le background du monde tel qu'il est au moment où on fait cette sélection. Il y a ça aussi qui entre en jeu. Voilà. Quelles sont les tendances que vous avez pu constater dans la création contemporaine photographique? Les tendances, cette année, on a de plus en plus, ça c'est une tendance qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui continue à s'affirmer, des gens qui vont vers des sujets qui sont des sujets sociologiques quasiment, donc avec un contexte historique et sociologique bien précis, mais qui traitent ça avec des approches qui prennent en compte la dimension de mise en scène et de subjectivité de l'auteur. Un exemple frappant de ça, c'est le travail de Laurence Rasty dont je parlais sur les jeunes homosexuels, qui les met en scène, c'est-à-dire toutes les images sont presque, pas toutes, mais sont mises en scène, et du coup ça décuple la force de son propos sur cette question. C'est-à-dire c'est de plus en plus de jeunes gens qui sont dans un lieu un peu indéterminé entre ce qui est du document et ce qui est de l'expression artistique. Et à côté de ça, on continue à avoir des travaux plus narratifs, hein. Ça continue à exister, hein. Le travail de Birte Kaufmann sur les travelers irlandais, d'Emmanuel Ebruti sur les boxeurs, d'Eiko Timan aussi d'une certaine façon sur les jeunes gens avec le syndrome d'Asperger, mais avec une sensibilité très très forte, hein. C'est-à-dire que l'image, elle n'est pas là d'abord pour accompagner un discours, pour tenir un discours, elle est là pour parler à ce qui ne se met pas en mots. C'est justement ça la fonction de la photographie, c'est dire ce qui ne peut pas se mettre en mots. Donc finalement l'un des critères de base, ce serait celui-là. C'est là quelle est la photographie. Sinon, autant faire des discours. Donc c'est sur ces jeunes gens qu'on favorise dans notre sélection, qui sont en résonance, et c'est un des intérêts aussi de la photographie en tant que telle, et notamment de la jeune photographie, c'est qu'elle est en résonance la plus immédiate avec ce qui est en train d'instiller dans l'air du temps. Ce qui n'est pas forcément le cas dans notre champ artistique. La photo, on tient à prendre en compte cette dimension de perméabilité à ce qui est en train de se passer tout de suite là maintenant, et a fortiori quand il s'agit de jeunes gens. Voilà. Entre du pavillon populaire donc à la Panacée, est-ce que cela vous a imposé certaines contraintes, ouvert d'autres possibilités? Contraintes, seulement les contraintes de fonctionnement du bâtiment, c'est-à-dire que c'est fermé le lundi et le mardi. Contraintes, non, c'est juste que c'est un fonctionnement différent. C'est un fonctionnement différent il fallu s'apprendre. On change d'un bâtiment où on était presque autonome à un bâtiment qui a une vie, qui a un bar, qui a des contraintes de sécurité qui sont beaucoup plus difficiles à maîtriser que le pavillon où il y a une seule porte et voilà, on a la clé et c'est tout. Ici, il n'y a pas question de changer le système qui marche avec la sécurité qui est nécessaire, voilà. Donc il fallait simplement s'adapter à ça.
Déjà, c'est que ça permet au pavillon populaire de faire des expositions, je dirais, plus longues et moins hachées, parce qu'effectivement, on avait une exposition qui était au mois de mai et qui faisait une coupure au moment du mois de mai. Bon. C'est pas, enfin, on vivait avec, hein, c'était pas un problème, mais ça va permettre de faire des expositions plus longues et plus structurées sur le pavillon populaire. La deuxième raison, c'est lié à la Panacée, c'est qu'évidemment on a voulu revoir l'objet ou la vision qu'on avait de la Panacée et présenter à la Panacée, accueillir des événements qui présentaient l'état de la création actuelle en fait. Hein. Et évidemment on a tropisme qui rentre dans ce cadre-là. On a évidemment les photographies dans la mesure où nous accueillons des artistes qui sont des artistes qui sont actifs actuellement en fait. Voilà. C'est aussi peut-être pour nous, on verra, mais on avait toujours au pavillon populaire la difficulté de se placer, ou d'être placé entre les expositions de Gilles Morat. Qui sont programmés à l'avance, beaucoup en avance, qui nécessitent parfois plus de temps que prévu, etc. etc. Et après, on n'avait jamais plus que 2 semaines au pavillon populaire. Ici, c'est 3 semaines. Espérons qu'on va garder les dates fixes, parce que ça c'est autre chose qui était un peu dérangeant, si je veux dire, pendant les dernières années. Tout le monde croise les gens dans la rue et dit « Ah, la photographie c'est bientôt, c'est pour le mois de mai. Ah non, cette année c'est pour le mois de mars, ou c'est le mois d'avril, ou c'est pour le mois de juin. » C'était pas très clair pour le public. Voilà, donc espérons qu'avec ce changement, on garde une plage de dates plus ou moins fixe chaque année. 3 ans, on organise une visite de presse la veille du festival, uniquement pour vous. Voilà, donc ce sera le vendredi 3 en présence des photographes à 16h ici à la Panacée. Donc on espère que vous serez nombreux à venir voir ces expos en avant-première.